Bonjour, nous allons démarrer cette conférence sur les familles recomposées, comment composer. Pour démarrer ensemble cette conférence, je vous propose de partir d'une histoire, une petite fiction qui va nous permettre de comprendre comment chacun passe par cette expérience de la famille recomposée. Il était une fois un vaste jardin. 3 arbres majestueux s'y trouvaient. Le premier arbre, un chêne robuste, représentait le père, et le deuxième, un saule élégant, aux branches souples, symbolisait la mère. Enfin, le troisième était un petit érable solide, c'était l'enfant de cette famille. Chaque jour, le chêne, le saule et l'érable se dressaient côte à côte, baignés de la lumière du soleil. Ils partageaient ensemble des racines dans un sol fertile. Ces racines, c'était le sang qu'ils partageaient, aussi l'amour et tout le monde qu'ils avaient construit ensemble. La vie était paisible et ils grandissaient heureux. Un jour, le vent fort de la vie souffla sur le jardin et des changements survinrent. Le chêne rencontra un autre arbre, un hêtre, et ils tombèrent amoureux. Le chêne et le hêtre décidèrent de créer une nouvelle union, apportant avec eux leurs propres branches et feuilles. Ce magnifique saule qu'était la mère était compréhensive et comprenait que, à un moment, les couples pouvaient se séparer. Elle était donc prête à accueillir cet être dans cette famille. Cependant, le petit érable, l'enfant de la famille, ressentit lui de la confusion et de la tristesse. Il avait l'impression que le vent l'avait écarté de ses racines. Il se sentait perdu au milieu de ses nouvelles branches. Les jours étaient devenus plus sombres pour lui, malgré par des vents de tempête émotionnelle. Le chêne, la mer, le saule, l'érable s'efforcèrent de traverser ces moments difficiles. Ils se tenaient fermement ensemble malgré les vents violents, prenaient soin les uns des autres, mais ça restait difficile pour l'érable. Il prit donc le temps de parler, d'écouter et de comprendre les sentiments de chacun. Le chêne et l'être firent également de leur mieux pour être un environnement chaleureux. Avec le temps, les vents de la vie se calmèrent. Les branches du chêne et du hêtre s'entrelacèrent harmonieusement, et l'érable découvrit qu'il pouvait trouver sa place dans cette nouvelle configuration. Il apprit à aimer le hêtre et à considérer cette nouvelle branche comme une extension de lui-même. Les familles d'arbres, autrefois composées de 3 membres, étaient maintenant devenues une famille recomposée de 4 membres. Ils s'épanouirent dans leur jardin, leurs racines profondément ancrées et leurs branches s'étendant vers le ciel. Que nous raconte cette histoire ? Tout d'abord, il y a la métaphore des racines et la métaphore du monde. Une famille, lorsqu'elle vit ensemble, se crée une histoire commune, des habitudes, des rituels, des façons de fonctionner, de communiquer, des règles, parfois explicites, parfois implicites. Et lorsque l'enfant sent que tout cela vacille, ça crée chez lui de la confusion. Il ne sait plus ce qui est sûr, ce qui n'est pas sûr, ce sur quoi il peut compter, sur ce quoi il ne peut pas compter. C'est ce qui arrive à ce petit érable. Il a ses racines bien ancrées dans le sol, avec son papa et sa maman, et à un moment, une tempête surgit, et tout vacille. Deuxième élément de cette histoire, c'est comment les parents, le couple parental, et ensuite les nouvelles personnes qui viennent s'ajouter, vont pouvoir entourer ou non le jeune enfant, symbolisé ici par l'érable. Vont-ils laisser une place à ses sentiments ? Vont-ils laisser une place à la compréhension de est-ce que les racines vont me suivre ou pas ? Comment je vais me déployer dans cette nouvelle famille ? Comment nous allons ou pas pouvoir faire famille ensemble ? Vais-je avoir 2 familles ou une seule famille ? La petite comptine ici nous permet d'aborder ces questions. Donc au travers de la comptine que je vous ai proposée comme introduction, on voit que dans la question des familles recomposées, comment les composer, va se poser la question chez l'enfant mais aussi chez les parents, de la redéfinition du monde qu'on a, de quelles racines on peut emporter ou pas, de comment est-ce qu'on va pouvoir se penser dans l'avenir et comment chacun va pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'il vit.
Avant de parler de famille recomposée, il faut démarrer l'histoire au tout début. Et pour qu'il y ait une famille à recomposer, il faut avoir une famille qui a été décomposée. Au minimum, c'est une séparation du couple parental. Peut-être même qu'on est passé par une phase de monoparentalité. Alors, si nous faisons un petit tour des différents membres de la famille, il y a en tout cas une séparation du monde d'avant et du monde d'après pour les enfants. Qu'ils démarrent d'un couple pour aller vers un autre couple ou qu'ils démarrent d'une famille monoparentale pour intégrer une nouvelle famille, une nouvelle structure familiale, il y a une forme de séparation entre le monde d'avant et le monde d'après. Il va y avoir un avant et un après cette étape. C'est pour ça que nous allons aborder cela selon l'idée qu'il y a un changement de système. Justement, abordons un peu comment les systèmes vont changer. Il peut y avoir un système qui se scinde par séparation. Mes parents sont ensemble, ils ne s'aiment plus, ils se séparent et directement un nouveau parent, une nouvelle figure parentale, le beau-père, la belle-mère, intègre mon système de référence. Ça, c'est une première situation. Nous allons voir que dans cette situation, le beau-père ou la belle-mère n'est pas forcément vu comme un ennemi. Tout dépend dans quel contexte on était auparavant. Mais en tout cas, de nouveau, il y a un monde d'avant et un monde d'après. Si on était dans un système de monoparentalité, où maman et papa étaient tout entiers consacrés à moi, et qu'une nouvelle personne vient intégrer mon schéma, là aussi on voit qu'il y a un système d'avant, d'après. Tout cela peut être progressif. Mon papa ou ma maman peut être en couple, être amoureux, mais sans que le couple ne soit un couple parental. Je sais que mon papa ou ma maman voit quelqu'un, un amoureux, mais il n'a pas intégré totalement notre vie, ou il vient de temps en temps dans notre lieu de vie. Lorsqu'on parle de famille recomposée, on parle bien d'un nouveau couple parental. Alors, les beaux-pères et les belles-mères ne deviennent pas des papas et des mamans, mais en ce sens qu'ils vont devoir gérer un quotidien avec une fratrie. Donc, retenez, et c'est important, que pour tous les membres de la famille recomposée va être un changement de système et donc un moment de déséquilibre, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, parce qu'on change nos racines, on change nos perspectives. Repensez aux différents arbres. Il se peut aussi que la personne qui réintègre une famille ou qui recompose une famille était déjà présent, mais était présent sans faire partie de notre environnement. C'est la situation où les personnes sont en couple, mais où la famille ne s'est pas recomposée dans un même habitat. Le nouveau couple parental, c'est vraiment l'idée d'avoir un couple habitant une structure avec les enfants à l'intérieur. Et donc, il y a un partage de la vie ensemble. Et c'est bien là que je me situe dans la notion de famille recomposée, comment composer. La famille recomposée, c'est donc deux adultes qui se sont rencontrés, qui s'aiment et qui vont décider de se réunir et de cohabiter ensemble. Les deux membres du couple, l'homme ou la femme, ayant déjà chacun eu une famille précédemment, avec ou pas des enfants. Et ils décident de réunir tout le monde et de démarrer une nouvelle famille. Et parfois, je tiens à souligner, tout se passe très bien. Donc ce fut l'enfer ou pas, hein. Rappelons quand même que dans la plupart des situations, ça se passe très très bien. Parfois, ça peut être plus compliqué. Et nous, on va s'intéresser ici au parfois ça peut être plus compliqué. Pourquoi ça peut être plus compliqué? Notamment lorsque les deux mondes culturels qui vont se rencontrer vont être fort différents. Les mondes culturels, c'est comme je l'ai dit tantôt lors du début, c'est les habitudes, les routines de la journée, les valeurs fortes, les petits rituels, les structures, les horaires, la manière dont on mange à table, la manière dont on gère les GSM, la manière dont on fait les courses, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et donc plus les deux mondes vont être différents, plus ça va être compliqué pour tout le monde. Donc c'est la réadaptation à ces nouvelles normes et ce nouveau cadre qui peut poser problème. Nous venons de voir qu'une des difficultés des familles qui se recomposent est la confrontation de deux mondes culturels très différents. Il existe d'autres types de difficultés qu'une famille recomposée peut rencontrer.
Une autre type de difficulté est notamment le statut du nouveau parent, de la personne intégrée dans la famille. Est-ce que ce statut est clair, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire? Est-ce qu'on a explicité à chacun la place de chacun? Concrètement, être nouveau parent ou pas? Si dans les deux membres du couple, un est parent et l'autre ne l'est pas encore, ça peut aussi amener un déséquilibre. Et donc, j'invite vraiment à discuter de la place de chacun. On y reviendra un peu plus tard. Un autre élément qui peut poser difficulté est, au niveau des enfants, est-ce que cette nouvelle famille va être un espace de sécurité pour lui dans lequel il se sent bien? Ça veut dire que l'ancienne famille était ou pouvait être par moments insécurisante et qui se retrouve là dans un élément où il se sent bien, ce qui peut être plutôt positif. Et en même temps, même si c'est positif, on est compliqué, nous les humains, ce sentiment d'insécurité peut être associé à un moment de culpabilité. Ce n'est pas normal que je me sente bien si mon papa ou ma maman n'est pas là et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, la nouvelle famille qui est un espace de sécurité peut être aussi un espace de culpabilité. La nouvelle famille peut être aussi vécue comme une menace. Notamment, rappelez-vous, je vous l'ai dit tantôt, il peut arriver qu'on tombe amoureux d'une nouvelle personne lorsqu'on est encore en couple et que donc les deux familles se succèdent assez rapidement. L'enfant peut voir la nouvelle personne accueillie comme étant une menace pour sa famille d'origine. Nous venons de voir 3 causes pour lesquelles les familles recomposées peuvent être compliquées à vivre. La première, c'est lorsque les mondes culturels sont très différents. La deuxième, c'est lorsque les statuts des nouveaux parents ne sont pas clairs. Ensuite, troisième point, c'est lorsque la famille peut être vécue comme une menace ou une sécurité qui crée de la culpabilité chez l'enfant. Ces questions de confrontation culturelle, du statut des autorités parentales, mais aussi de la loyauté, de la culpabilité, de la sécurité ou de la menace de cette nouvelle famille, va nous poser difficulté pour que chacun puisse trouver sa place dans ce nouveau système familial. Et donc, les places qui se redéfinissent sont autant d'éléments sensibles et avec lesquels il faut manier avec précaution les relations humaines. Le beau-père ou la belle-mère peuvent être vus comme un gardien, comme un sauveur, mais aussi comme un briseur. Et donc les projections dont ils vont être l'objet sont importantes à ne pas sous-estimer. Il y a aussi toute la question de la place dans la fratrie. J'étais l'aîné ou le petit dernier et je me retrouve l'enfant du milieu. Je suis plus le tout petit dernier, le petit qu'on protège. Je suis plus celui qui est responsable parce qu'il y a un plus grand que moi. Autant d'éléments qui peuvent questionner les enfants, repenser à notre petite métaphore sur le conte. Notre petit érable, il ne sait plus très bien où il est, il ne sait plus sur quoi il peut compter. C'est la même chose quand ma place dans la fratrie est redistribuée sans que je n'ai pu avoir le temps de m'y faire. Lorsque j'ai un petit frère ou une petite sœur, il y a l'annonce, il y a 9 mois, enfin on a le temps de s'y préparer. Là, c'est pas toujours le cas. Ensuite, un autre élément qui va être compliqué dans le fait de trouver sa place dans cette nouvelle famille, c'est lorsque je ne suis pas présent tout le temps. Et donc, si je suis en alternance chez mon papa ou ma maman et que je ne suis pas présent dans la nouvelle famille tout le temps, il se peut que j'avance à rythme différé dans cette famille, que je n'ai pas mes marques, qu'il se passe des choses quand je ne suis pas là et que je ne me sente pas pleinement chez moi. Et ça, c'est aussi un élément qui n'est pas à négliger dans le ressenti des enfants. Nous l'avons vu, recomposer une nouvelle famille, ce n'est pas simple. C'est finalement retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il faut prendre en compte tous les éléments que je viens de vous citer pour que chacun puisse retrouver une place et un fonctionnement dans lequel il se sent bien. Tenez compte du coup du changement, des valeurs, des fonctionnements et pensez à mais dans quel monde on était, dans quel monde on est. Mettez des mots sur ça. Pensez aux projections qui est faites sur chacun en fonction de la place qu'il occupait dans l'ancienne famille et qu'il occupe actuellement. Pensez aussi à comment peut être perçue cette nouvelle famille par rapport à l'ancienne. Est-ce qu'elle est menaçante? Est-ce qu'elle est sécurisante? Si elle est sécurisante, est-ce que ça peut se vivre sans culpabilité? Autant d'éléments que je vous invite à questionner pour ensemble retrouver un équilibre dont chacun pourra trouver une place et un fonctionnement dans lequel il se sent bien. Alors, quelles sont les actions possibles pour faciliter la transition entre l'ancienne famille et la nouvelle famille ou encore entre votre famille recomposée et l'autre famille dans laquelle votre enfant va évoluer? Premier élément,
l'idéal est de pouvoir continuer à créer de la continuité entre la vie d'avant et la vie d'après, et continuité entre la famille dans laquelle il vit avec vous et l'autre famille où il peut être une autre partie du temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer ces liens et ces continuités? D'abord, le plus possible en étant dans la discussion et la fluidité sur la manière dont les choses se passent, les règles, les lois. Plus les mondes se ressemblent, mieux c'est. Ce n'est pas toujours possible. On peut passer alors par les photos. Les photos, c'est permettre d'avoir dans la chambre de l'enfant des photos de l'ancienne famille auquel il tenait, ou d'avoir des photos des anciens membres de la famille. Des objets de l'ancienne maison qui sont dans sa chambre ou dans la maison en règle générale, ou des objets qui sont un lien entre chez vous et l'autre famille qu'il peut emporter avec lui. C'est lui permettre de faire la liste aussi de ce qu'il aime, de ce qu'il aimait avant, de ce qu'il aime maintenant, de ce qu'il peut garder, de ce qu'il ne pourra pas garder, pour aider à montrer les choses, à démystifier, à rationaliser. Parfois, pour les adultes aussi, ça peut être compliqué de trouver sa place. Et donc, c'est important de tenir compte des blessures qu'on a déjà eues par le passé, des places qu'on a déjà pu occuper, qui nous ont blessés dans les différentes familles dans lesquelles on a pu être, et de faire attention à ce que les choses ne se rejouent pas. On peut aussi identifier de manière ludique les pareils et les semblables entre les différentes familles et en faire un objet d'humour, de jeu, de mise en scène, de discussion, créer des espaces aussi de médiation où on peut parler de ce qu'il nous manque, de ce qu'on voudrait, de manière à ce que les choses soient plus fluides et plus sereines. Il est important aussi de définir les zones de chacun. Et donc, dans le fait de définir les zones de chacun, c'est réfléchir aux espaces intimes de chacun, si chacun peut en avoir. Si pas, parce que il n'y a pas assez de chambres, peut-être au moins définir des petits espaces de jardin secret où s'assurer que chacun puisse avoir un peu d'intimité. C'est aussi les temps que chacun peut avoir avec papa et maman en individuel, pas forcément dans des activités extraordinaires, mais dans des petits actes du quotidien. Ce qui peut aider aussi, c'est de pouvoir travailler ensemble de manière ludique. Vous pouvez trouver plein d'aides sur Internet par rapport à ça, pour créer des lois, des règles, les règles de la vie de famille, ensemble. Même en faisant tout ça, et dans le meilleur des mondes, même en faisant tout ça, et dans le meilleur des mondes, nous avons vu que le fait d'être dans un changement de système est un moment qui peut être plus ou moins un moment de crise. Et donc, il va avoir des difficultés, des petites bosses. Et pour aider à traverser ces petites bosses, le mieux est encore de pouvoir prendre du temps, pour passer du temps ensemble, pour écouter les besoins de chacun et voir comment y répondre. Voilà une liste des petites actions que vous pouvez mener au quotidien pour pouvoir passer au mieux cette transition entre vos deux familles. Maintenant, après toutes ces pistes d'action, retenez peut-être juste celle-ci. Dans le langage, on dit qu'on refait sa vie. Je ne pense pas qu'on refait sa vie, mais qu'on la continue. Si on la continue, ça veut dire qu'il est important de ne pas l'oublier. À la fois ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancienne vie, pour ne pas le recommencer, mais aussi tout ce que vous avez déjà pu mettre en place et qui était positif. Vous êtes riche et fort de votre expérience. Pareil pour vos enfants. Utilisez votre histoire ancienne pour construire la nouvelle. Utilisez vos anciennes racines et votre force pour pouvoir construire ce nouveau projet. Et donc retenez, on ne refait pas sa vie, on la continue. Envie d'aller plus loin? Voilà quelques livres pour adultes que je vous recommande qui permettent d'approfondir la question. Je vous recommande aussi le livre du docteur Christophe Fauré, Comment t'aimer toi et tes enfants, qui pose vraiment la question de la difficulté, notamment lorsque soi-même on n'a pas d'enfants, d'aimer et de se projeter dans les enfants de son conjoint. C'est un point de vue qu'on n'a pas abordé beaucoup dans la conférence d'aujourd'hui. Et donc, si c'est une question qui vous porte ou qui vous occupe, je vous recommande ce livre. Je vais faire un focus un peu plus important aussi sur La famille recomposée, des escales mais quel voyage, qui est donc un livre de plus ou moins 230 pages, qui est un livre pour adultes avec une bibliographie très intéressante. Alors j'aime bien l'idée d'abord qu'on voit cette recomposition familiale comme un voyage, avec des pauses. Et donc je vous en parlais, l'important de faire des pauses pour comprendre ce qui se passe et entendre ses besoins, ses ressentis.
J'aime bien aussi ce livre parce qu'il vous questionne sur quel type de famille recomposée vous voulez reconstruire. Il pose aussi la question, mais même quand on part du bon pied, que ça se passe pas toujours bien, en tout cas il y a toujours des difficultés, donc comment les résoudre? Il y a un chapitre aussi particulier euh, sur les adolescents. Je trouve ça intéressant parce que le positionnement d'un adolescent est aussi tout à fait très spécifique dans ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et il pose aussi la question des soutiens extérieurs, de la famille élargie, ce que je trouve intéressant. Donc voilà pour cette partie bibliographie plutôt orientée adulte ou en tout cas livre de lecture. En dehors des livres de lecture et plutôt orientés en enfants, je vous propose trois outils ouvrages. Donc, le premier, c'est le petit livre Ma famille recomposée, un guide pour enfants. Donc, c'est un livre, comme son nom l'indique, qui est plutôt pour les jeunes enfants, donc pas les adolescents, et qui permet de mettre des mots sur ce que vit un enfant lorsqu'il intègre une nouvelle famille et qu'il recompose une famille. Donc les dessins sont très très jolis, les textes sont simples et abordables. Je vous conseille plutôt de le lire avec vos enfants. Et il aborde les différents points qu'on a vus dans la conférence. Donc vraiment, ça peut se faire en miroir pour vous. Il y a l'idée qu'on ne perd pas la famille qu'on avait, elle est toujours dans notre cœur, mais que plutôt la nouvelle famille s'agrandit. Des gens vont venir s'ajouter. Comment est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut gérer les changements qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une liste de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a perdu, ce qu'on veut garder, ce qui est pas grave qu'on perd? Quels sont les adultes avec lesquels tu peux parler? Comment garder contact avec les gens qu'on ne voit plus? Bref, voilà, c'est un petit livre un peu calqué sur notre conférence d'aujourd'hui qui permet de mettre des mots avec vos enfants. Toujours dans l'idée de mettre des mots avec ses enfants, je vous recommande vivement, si vous ne l'avez pas déjà, La roue des émotions de l'ASBL, l'autrement dit, qui permet justement avec les enfants, dans un temps de partage familial, d'aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ces émotions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en colère? Et une fois qu'on a travaillé à mettre des mots sur ces émotions, l'intérêt est aussi d'aider l'enfant, ou l'adulte même, à définir quels sont les besoins derrière ces émotions et comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à y répondre. Je termine par le guide de la super famille recomposée, qui n'est pas un livre à proprement dit qu'on peut lire avec les enfants, mais qui est un livre très ludique, avec beaucoup d'illustrations, des résumés, des témoignages. Et en ça, il est vraiment très très intéressant et agréable à lire, convivial. Je veux faire un focus sur ce livre-là, simplement parce qu'il fait un éclairage sur une partie de points qu'on n'a pas abordés dans la conférence et que je souhaite quand même lister avec vous. D'abord, il y a une partie qui parle des ex. Nous n'en avons pas parlé de cette maman Saul qui est sur le côté et dans ma petite histoire, elle est de bonne composition, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, le livre aborde ici comment est-ce qu'on fait quand les ex se mêlent de cette nouvelle famille recomposée. Il pose aussi la question des grands-parents et des beaux-grands-parents. Alors, dans le livre pour enfants, ils sont une ressource, mais parfois, ils peuvent aussi être un peu un frein. Et donc, là, il y a un chapitre sur ce volet-là. Il aborde aussi des questions qu'on n'a pas abordées sur les vacances, les fêtes de fin d'année. Il aborde des questions aussi sur les vacances, les fêtes de fin d'année, les congés, comment on les organise. Et enfin, un autre point important, l'arrivée d'un bébé par ce nouveau couple, qui est aussi une autre histoire qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais qui est abordée dans ce livre-là que je vous recommande. Nous arrivons au terme de la conférence et vous vous posez peut-être la question de en quoi une thérapie pourrait vous être utile. Alors la thérapie peut être un travail qui se fait notamment avec les enfants en individuel, soit avec une thérapeute systémique comme moi ou une psychologue classique, parce que tout simplement ce changement de système, vous le portez comme un projet constructif d'amour, de futur, mais vos enfants l'ont pas forcément choisi. Et donc, un travail thérapeutique individuel peut les aider à mieux comprendre ou accepter la situation. Ensuite, plus globalement, en thérapie familiale, nous pouvons travailler sur l'identification et la mise en mots ensemble des nouvelles valeurs que vous voulez porter dans votre famille, mais aussi la construction d'une charte des lois et des règles de la maison. Et pourquoi pas, si c'est nécessaire, travailler sur les engagements mutuels si on est déjà dans une situation de conflit entre vous et les beaux enfants.
Il vous reste des questions? Eh bien, n'hésitez pas à me faire un mail à déclicrendez-vous@gmail.com. Que ce soit des questions de clarification parce que j'étais trop vite d'une partie où elle vous a pas semblé claire. Que ce soit des questions pour approfondir un point ou tout simplement pour vous me transmettre votre commentaire, votre ressenti après cette petite présentation, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'échange et que je réponds avec vous. Si le fait de faire un mail vous semble un peu trop compliqué parce qu'il y a trop d'éléments à partager, vous pouvez toujours solliciter une consultation en visio, pareil en me faisant un mail, et ça nous permettra de développer davantage votre questionnement et vos envies. Et enfin, si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur moi ou de prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à visiter les autres pages de mon site. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette aventure qu'est de recomposer une nouvelle famille. Au plaisir d'échanger ou de vous revoir.